Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour commencer un nouveau projet ensemble. On va se créer une to-do app avec Node.js et MongoDB. Alors on va pas se servir que de Node et de MongoDB, on va aussi se servir de Express, le framework backend. On va se servir de Pug, le moteur de template. Et on va se servir de Mongoose pour communiquer avec notre base de données. Et pour la partie design, on va se servir de Bootstrap et de FontAwesome. Alors pour ce qui est de la base de données, vous n'êtes pas obligé d'avoir MongoDB d'installer sur votre machine. Parce qu'on va se servir d'un service qui s'appelle MLab. Et en fait, on va utiliser MongoDB directement en ligne. Donc pas besoin de l'avoir installé. Par contre, il vous faut Node et NPM d'installer donc dans votre terminal. Si vous faites un Node-V et un NPM-V, ça doit vous renvoyer des versions. Et il faut être aussi un petit peu à l'aise avec Node et Express. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vous montrer comment travailler avec une base de données MongoDB avec Mongoose. Donc il faut être un petit peu à l'aise avec Node et Express. Alors, on part de zéro. J'ai déjà créé un dossier qui est complètement vide. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer un fichier qu'on va appeler app.js. Donc ça va être le point d'entrée de notre application. Ensuite, on va sortir le terminal et on va initialiser notre application avec un npm init pour créer le fichier package.json et on va rajouter un -y, comme ça le crée instantanément. Donc tac, il est juste là. Au niveau de main, on a bien app.js et dans la partie script, on va créer un script qu'on va appeler start. Et ce script, c'est le script qui doit être exécuté une fois que l'application sera en ligne. Donc ça doit faire un node de app.js. Alors on va en créer un deuxième qu'on va appeler dev. Et ce script, c'est celui qu'on va utiliser pour travailler. Et il doit faire un nodemon de app.js. On va se servir de nodemon qu'on va installer juste après. Donc nodemon, si vous ne connaissez pas, ça permet de relancer le serveur à chaque fois qu'on fait une modification. Comme ça, on n'a pas à le faire manuellement. Donc dans le terminal, ce qu'on peut faire, c'est l'installer tout de suite avec un npm i nodemon et on rajoute le -d majuscule pour l'installer en tant que dépendance de développement. Alors pendant qu'il s'installe, dans le fichier app.js, on va se faire une petite config. Alors même si on n'a pas installé Express, on va créer une constante Express et on fait un require de Express. Ensuite, on va initialiser notre application. Donc on crée une constante app et on appelle Express sous forme de fonction. Pour le serveur, on va se mettre sur le port 3000, sur le localhost 3000. Donc je vais créer une constante port qui contient 3000. Et juste après, on fait un app.listen. On écoute le port. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est afficher dans le terminal serveur lancé sur le port 3000. Donc on va déclencher une fonction. Et on fait un console.log. Et là, on va se servir des backticks parce qu'on a besoin de la constante port. Et on écrit serveur lancé sur le port. Et là, on met $1 avec une paire d'accolades et on appelle la constante port. Ensuite, une fois que nodemon s'est installé, on va installer Express, donc npm i express. Et on va installer Pug aussi dans la foulée, comme ça c'est fait. Et pendant que ça s'installe, on va prévenir Express. On va lui dire qu'on veut utiliser le moteur de template Pug. Alors ce qui est bien avec Express, c'est que Pug est intégré par défaut. Donc on a juste à faire un app.set et mettre sous forme de chaîne de caractères que le view engine que l'on souhaite utiliser, c'est Pug. Et c'est tout. Et à partir de là, on peut commencer à créer des fichiers Pug. Par contre, il faut les mettre dans un dossier qui s'appelle views. Donc les dossiers, on va les créer juste après. Alors, une fois qu'on a installé Express et Pug, on va exécuter le script dev. Donc on fait un npm run dev. Et on devrait avoir nodemon qui se lance. Et on a bien le serveur lancé sur le port 3000. Donc maintenant, sur le navigateur, si je me mets sur le localhost 2.3000, on a une erreur, cannot get, avec un slash. Donc c'est une erreur qui nous dit qu'en fait tout fonctionne.
Alors si on a un cannot get avec un slash, c'est parce qu'on n'a pas de route qui gère la requête de type get pour la racine. Donc on va s'occuper de ça. On va commencer par créer des dossiers. Alors pour commencer, on va avoir un dossier public. Alors dans le dossier public, on va mettre tous les fichiers statiques. Donc les fichiers CSS, les images, les fontes, etc., etc. Ensuite, on va avoir un dossier route. Donc on mettra nos routes à l'intérieur. Ensuite, on va avoir un dossier views qui va contenir nos templates, les fichiers pug. Ensuite, on va avoir un dossier controllers et un dossier models. Parce que j'ai envie de vous montrer comment créer une architecture MVC. Donc modèle, vue et contrôleur. Alors pour les dossiers, je crois qu'on est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer dans le dossier route un fichier qu'on va appeler index.js. Et on va se servir du routeur de Express. Donc on va importer Express. Et ensuite, on va créer une constante routeur. Et on fait un express.routeur. Alors on va l'exporter comme ça c'est fait. Module.exports de routeur. Ensuite, on fait du coup un routeur.get. Donc lorsqu'on a une requête de type get à la racine, on déclenche une fonction avec les objets request et response. Et ce qu'on va faire juste pour tester, pour voir si ça fonctionne, on va faire un res, donc une réponse, send pour envoyer du texte, et on va envoyer todo app. Ensuite, dans le fichier app.js, il faut dire qu'on souhaite utiliser le routeur lorsqu'on est à la racine. Donc on va se mettre juste avant le serveur. Donc on crée une constante qu'on va appeler index route, ou index router, ça marche aussi. Et du coup, on fait un require, on va dans le dossier route et on va chercher le fichier index. Et ensuite, on fait un app.use, on utilise la fonction middleware use, et on dit que lorsqu'on est à la racine, on veut utiliser le routeur qu'on a importé juste au-dessus, index route. Donc maintenant, si j'actualise, on a bien todo app qui s'affiche. OK. Alors moi, ce que je veux faire, c'est pas envoyer du texte, c'est faire un rendu HTML. Donc dans le dossier views, on va créer pour commencer un layout. Layout.pug. Alors pourquoi créer un layout? Parce que on va avoir deux templates. On va avoir un template index pour l'accueil. Donc sur la page d'accueil, on va avoir un petit formulaire pour saisir les to-do, saisir les tâches. Et à côté, on va avoir un tableau qui va lister toutes les tâches. Donc ça, c'est le premier template. Et ensuite, on va avoir un deuxième template pour éditer les to-do. Donc quand on va cliquer sur le bouton qui permet d'éditer, ça va nous amener sur une nouvelle page, un nouveau template avec un formulaire. Donc dans le layout, on va mettre en fait tout ce qui est commun à ces deux templates. Alors ce qui est commun du coup, c'est le doctype HTML5. Donc on va mettre un lang fr. Pour le title, on va mettre todo app. Et au niveau du body, on va faire un include de la navigation. Comme ça, on la code qu'une seule fois. Donc la navigation, on va la mettre au même niveau. Donc on fait un include de nav. Pas besoin de mettre un nav.pug, ça marche sans l'extension. Donc la nav, on va la créer. Nav.pug. Donc au même niveau que le layout. Et ensuite, juste après, on va avoir un bloc. Donc le contenu qui doit être dynamique. Et on va l'appeler content. Alors dans le fichier nav, on va simplement mettre un paragraphe et on écrit navigation en attendant. Et du coup, on va créer un template qu'on va appeler index.pug. Donc ce template, c'est la page d'accueil. Alors on va dire qu'on veut utiliser le layout, donc on fait un extends de layout. Donc là, c'est comme si j'avais écrit dans ce fichier tout ça. Donc le doctype avec la navigation. Par contre, on va préciser qu'au niveau du bloc content,
on va mettre un H1 et on va écrire to do app. Alors du coup, sur index.js, dans le dossier route, on va pas faire un send, on va faire un render. Et on va faire un render de index. On n'a pas besoin de préciser que c'est dans le dossier views, ça Express le sait déjà. Donc là, si j'actualise, bah ça fonctionne. On a bien navigation, donc la navigation, l'include de la navigation, et ensuite on a le bloc content avec le H1. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est styliser un petit peu tout ça. On va se mettre une navigation Bootstrap, on va créer le formulaire et le tableau. Donc on va aller sur Get Bootstrap. Alors on va pas s'embêter à le télécharger, on va prendre directement une version hébergée. Donc on va cliquer sur Get Started. On va prendre le CSS. On va le mettre sur le layout. Et on va prendre les scripts aussi, le JS. Alors je ne sais pas si on va s'en servir, mais on va les prendre quand même. Donc on va cliquer sur le bouton copier. Alors le truc qui est embêtant avec Bootstrap, c'est qu'on récupère du HTML. Et nous, on utilise la syntaxe de Pug. Alors on peut tout à fait mettre du HTML dans un fichier Pug. Ça fonctionne sans problème. Mais moi, j'aime pas trop faire ça parce que ça mélange les syntaxes. Alors j'ai une petite astuce pour ça. Je vais vous montrer un petit package qui s'appelle HTML to Pug. Donc on va aller sur le site de NPM. Donc c'est un package en fait qui permet de transformer du HTML en Pug. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est de l'installer de manière globale. Comme ça vous pouvez vous en servir sans forcément l'installer pour votre projet. Mais moi je vais quand même l'installer pour le projet. Donc je vais me mettre sur un deuxième terminal parce que le premier est occupé par Nodemon. Et je vais faire un npm i de html to pug-d. Et on va créer un script pour du coup transformer du HTML en Pug. Alors ce qu'il faut faire dans le terminal, voilà c'est ça. C'est HTML to Pug, le signe inférieur. Ensuite on cible un fichier HTML qu'on souhaite transformer en Pug, le signe supérieur et ensuite le fichier Pug qu'on souhaite créer. Alors moi ce que je fais c'est que à la racine, je crée un fichier que j'appelle html to pug.html. Et dedans en fait je mets le HTML que je souhaite compiler. Donc là je mets mes 3 balises de script. Et au niveau de package.json, eh bien je vais me créer un petit script que je vais appeler html to pug. Et ce script doit faire du coup ça. Donc html to pug, le signe inférieur, le fichier que j'ai créé. Donc on est parti, html to pug, le signe inférieur, le fichier du coup html to pug.html et le fichier que je souhaite créer, donc le signe supérieur. Et ce fichier je l'appelle pareil, html to pug, sauf que cette fois je lui mets l'extension .pug. Donc on va vérifier que ça fonctionne. Dans le terminal, je fais un npm run html to pug. Donc tac, ça a fonctionné, on voit que ça a créé un fichier html to pug.pug et à l'intérieur on récupère les balises de script, sauf que cette fois c'est avec la syntaxe de Pug. Alors ça peut paraître un petit peu long de faire comme ça, mais vous allez voir que au fur et à mesure qu'on en a besoin, c'est hyper pratique. Alors par défaut, vous voyez qu'il met automatiquement une balise HTML, un head et un body. Alors pour éviter ça, on peut rajouter un "-f". Alors je ne sais pas si c'est sur la documentation. Alors c'est pas écrit. Mais si au niveau du script, à la fin, on rajoute un "-f", et qu'on refait un npm run de html to pug, voilà, on a la même chose, sauf qu'on a juste ce qu'on a mis dans le fichier HTML. On n'a plus le body, le head et la balise HTML. Là, du coup, on a juste à récupérer ce qu'il y a dans le fichier pug et à coller ça dans le layout.
Donc on se met bien à l'intérieur du body. Alors moi ces trucs à la fin, ça m'intéresse pas trop, donc on va les enlever, on va juste garder les liens JavaScript. Ok, donc là on a linké jQuery, on a linké popper.js. Alors ça je sais plus à quoi ça sert, je crois que c'est pour les menus déroulants. Et on a le JS de Bootstrap. Ok. Donc si on enregistre et qu'on actualise, on devrait avoir un changement au niveau des fontes. Donc tac, ça fonctionne bien. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est se mettre une navigation. Donc sur la documentation de Bootstrap, on va aller sur Components, et ensuite sur Navbar, et on va se prendre une petite navigation. Alors il y a deux types de navigation avec Bootstrap. On a les navigations à base de UL et LI, et on a les navigations à base de balises A. Voilà, moi je préfère les balises A, c'est un petit peu plus court, on va dire. Donc on va récupérer celle-là, on la copie. Donc là on a du HTML, et du coup on a juste à mettre la navigation dans le fichier html2pug.html. On ressort le terminal, on refait un npm run de html2pug, et on a juste à récupérer la navigation dans le fichier html2pug.pug. Donc dans le fichier nav, on va mettre notre navigation. Au niveau de la balise A, navbar-brand, on va mettre todo app. On va changer les classes, on va mettre navbar-dark et bg-dark pour avoir une navigation avec un fond sombre. Et par contre, tous les liens, en fait, on va pas les garder, on n'en a pas besoin. En fait, on avait juste besoin de ça. Donc si on actualise, on a une navigation, super. Par contre, au niveau du href, pour le lien, on va mettre un slash, voilà, pour faire en sorte qu'on retourne à l'accueil quand on clique dessus. Alors du coup, le contenu. Alors j'ai dit qu'on aurait un formulaire et un tableau. Donc on va aller se chercher un petit formulaire. Donc on va cliquer sur Forms. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est juste un label avec un input. Donc on va juste récupérer ça. Donc une div avec la classe FormGroup et un label et un input. Donc là pareil, on met tout ça dans le fichier HTML. On se relance une compilation. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du layout, le bloc content, on va le mettre dans un container. Voilà, comme ça on va centrer le contenu. Et sur index.pug, on va enlever le h1 et on va créer une div qui a la classe row. Et en fait le formulaire, je vais le mettre dans une div avec la classe call md-4. Voilà, pour que sur les résolutions moyennes, le formulaire prenne 4 colonnes de large sur 12. Voilà, Bootstrap, ça fonctionne avec une grille de 12 colonnes. Alors sur mobile et sur les petites résolutions, le formulaire va faire 100% de la largeur. Donc à l'intérieur, on va avoir une balise form. Au niveau du action, on va mettre /ajouter. Donc ça, c'est le chemin qu'on va devoir cibler lorsqu'on va gérer la requête de type post, hein, quand on va devoir récupérer ce qui est saisi dans le formulaire. Et pour la méthode, on va mettre une méthode à post, parce que par défaut, c'est une méthode à get. Et à l'intérieur, on va avoir du coup la div avec la classe FormGroup, un label et un input. Alors pour le for du label, on va mettre todo. Pour le texte ici, on va mettre ajouter une tâche. Pour l'id de l'input, on va mettre todo, hein, forcément, pour faire en sorte que quand on clique sur le label, ça sélectionne l'input. Pour le type, on va mettre texte, et le placeholder, on va pas en mettre. Ensuite, on va mettre un input de type submit, et pour le value, on va mettre ajouter. Et on va lui mettre les classes btn et btn primary. Ok.
Alors ce qui pourrait être joli par contre, c'est mettre le formulaire dans une card. Alors les cards, si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer. Donc toujours dans Components, hein, card. Voilà, c'est des divs en fait avec des petites bordures. Donc on va récupérer le formulaire. On va créer une div avec la classe card, avec à l'intérieur un card-body. Et à l'intérieur, on met le formulaire. Et dans la div card, on va créer un card header. Et dedans, on va mettre un h3. Et on va écrire ajouter une tâche. Voilà, comme ça, on a quelque chose d'un petit peu plus joli. Alors pour éviter que le contenu soit collé sur la nav, on va mettre sur la navigation une classe mb-4. Voilà, pour avoir un margin bottom. Voilà, mb c'est pour margin bottom. Ok. Alors ensuite on va mettre un petit tableau. Donc toujours sur Bootstrap. Sauf que les tableaux, ils sont pas dans Components, ils sont je crois dans Content et dans Table. Alors moi ce que je veux c'est un tableau avec les couleurs inversées, voilà celui-là. Donc on va récupérer le code. Donc là vous voyez c'est pratique parce qu'on récupère beaucoup de HTML. Donc notre petit système bah, du coup fonctionne super bien. Hop. On a juste à récupérer notre tableau, le copier et on va le coller du coup dans une nouvelle div avec la classe cette fois call-md 8. Voilà, pour aller jusqu'à 12. 8 et 4, 12. Donc en fait le tableau on va le mettre dans tout l'espace qui est là, l'espace blanc qui est là. Donc on colle notre tableau. Alors pour l'instant on va laisser les données qui sont là comme ça. Voilà, je vérifie juste que le tableau est bien positionné. Et ce qu'on va faire maintenant, bah, du coup, c'est faire en sorte de récupérer ce qui est saisi dans le champ. Voilà, au niveau du design, on va s'arrêter là. Je vais juste mettre sur mon bouton, par contre, une classe btn-bloc. Voilà, pour avoir un bouton qui fait 100% de la largeur de la carte. Alors maintenant, pour récupérer ce qui est saisi dans le champ, bah, on a besoin de gérer la requête de type post. Donc on va aller sur index.js. Donc on a fait un router.get. Bah, cette fois on va faire un router.post. Et le chemin qu'on va mettre, bah, c'est ce qu'on a mis sur le action. Donc / ajouter. Ensuite on exécute une fonction avec les objets request et response. Et maintenant, bah, ce que j'aimerais faire, avant d'arrêter cette première partie, cette première vidéo, c'est récupérer, afficher dans la console ce qui a été saisi dans le champ. Parce que si on arrive à récupérer ce qui est saisi, bah, on pourra tout à fait après l'enregistrer en base de données. Voilà, moi ce que je veux, c'est récupérer la chaîne de caractères qui est tapée ici. Alors par défaut, avec Express, on ne peut pas le faire, on a besoin d'un package, d'un module qui s'appelle Body Parser. Alors sur NPM, je vais vous montrer. Je vais taper body-parser. Donc c'est le body parser, on va l'installer. Donc on va ressortir le terminal. npm i body-parser. Et ensuite on a besoin, alors je vais aller sur l'exemple, on a besoin bien sûr de l'importer dans le fichier app.js. Et pour pouvoir parser le body, on a besoin de faire un app.use de bodyparser.url encoded et de passer en option un objet avec extend à false. Donc ça permet en fait de parser le body. Voilà. Donc il s'est bien installé. Du coup, dans le fichier app.js, juste après la constante express, on va créer une constante body parser et on fait un require de body parser. Et ensuite on va se mettre juste après la constante app et on fait un app.use. Donc encore une fois on utilise la fonction middleware
et on fait un body parser.url encoded et on passe dans un objet un extend à false. Et à partir de là, on peut récupérer sur l'objet request, donc là je vais faire un console.log, on peut récupérer le body. Alors je vais sortir mon terminal, je vais me remettre sur le premier, je vais actualiser et je vais ajouter une tâche. Alors je vais mettre faire des vidéos. Je clique sur ajouter. Donc là vous voyez que ça mouline parce que j'ai simplement utilisé l'objet request. J'ai pas fait de réponse. Donc là forcément c'est en attente d'une réponse. Donc c'est en train de mouliner. Par contre dans le terminal vous voyez que je récupère un objet vide. Alors c'est normal, c'est parce que j'ai oublié de mettre sur l'input un attribut name. Donc ça c'est indispensable si vous voulez récupérer le contenu d'un champ. Alors moi je vais appeler ça title. Parce que ça va être le titre de la tâche, le titre de la to-do. Donc si on recommence, on actualise, on va remettre faire des vidéos. J'ajoute, donc pareil, ça mouline, mais cette fois au niveau du terminal, on a un objet avec une propriété title qui contient la chaîne de caractères qui a été saisie dans le champ. Alors on peut aller plus loin, si on veut juste récupérer du coup la chaîne de caractères, c'est faire un console.log de rec.body.title, juste pour récupérer le contenu de la propriété. Alors on va se remettre à la racine. On ajoute, et là on a bien faire des vidéos. On a juste la chaîne de caractères. Donc comme on arrive à récupérer la chaîne de caractères, on a juste à l'enregistrer en base de données. Mais on verra ça dans la deuxième vidéo. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comment fonctionne un début d'architecture MVC. Parce que là vous voyez qu'on a des vues. Alors pour l'instant, dans le dossier models, on n'a rien, c'est normal. On verra ça dans la deuxième vidéo, on verra ce qu'est un modèle. Par contre, dans le dossier contrôleur, en fait, qu'est-ce qu'on met? On met la logique. Donc en fait, on met les fonctions qui sont là. Voilà, moi au début, je pensais que le contrôleur, les contrôleurs, c'était tout ça. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est simplement récupérer la fonction, on la coupe, et on va l'isoler dans un fichier dans le dossier contrôleurs. On va créer un fichier qu'on va appeler index.js. Et à l'intérieur, on va créer une constante qu'on va appeler getIndex, qui est une fonction. Tac. Et cette fonction va contenir un argument, les objets request et response. Alors comment est-ce que je nomme mes constantes? En premier, je mets le nom de la requête. Donc là, c'est une requête de type get. Et ensuite, ce qu'on doit faire. Donc là, on doit récupérer la page d'accueil en fait. Donc getIndex. Et à l'intérieur, du coup, on met le res.render. Donc on faisait un rendu de l'index. Ensuite, il faut exporter cette fonction. Donc on fait un module.exports. On va créer un objet avec une propriété getIndex qui contient du coup getIndex, donc la fonction. Et à partir de là, dans le fichier index.js, dans le dossier route, on va importer notre contrôleur. Donc on crée une constante qu'on appelle index contrôleur. Et on va dans le dossier controllers, donc là on doit sortir du dossier route, on va dans le dossier controllers et on va chercher le fichier index. Et à partir de là, ce que je peux faire, c'est utiliser getIndex. Sauf que ça, on va le faire du coup ici. On va faire un index controller.getIndex. On dit qu'on veut utiliser la fonction getIndex. On va faire pareil pour la requête de type post. Donc on va récupérer la fonction. On va créer une constante cette fois qu'on va appeler post_index parce qu'on a une requête de type post à la racine, sur le template index. Et on met notre fonction.
Et pareil, on l'exporte. On crée une propriété post-index qui contient la fonction post-index. Et sur les routes, on fait un index_controller.postIndex. Alors pour éviter que ça mouline, ce qu'on va faire, c'est que juste après le console.log, on va faire un res.redirect pour faire une redirection. Et on va tout simplement retourner à la racine. Donc on va poster, on va afficher le contenu du champ dans la console et juste après, on refait une requête de type get à la racine. On retourne à la racine en fait. Ok, on va actualiser, on va se mettre à la racine, on va voir si tout fonctionne comme avant. Donc ça fonctionne. On va poster. Cette fois, on a bien une réponse, on est retourné à la racine, on a de nouveau une requête de type get à la racine. Et si on regarde dans le terminal, on a bien la chaîne de caractères. Donc cette chaîne de caractères, comme j'ai dit, on va pouvoir l'enregistrer en base de données. Mais ça, on va le faire dans la deuxième vidéo. Donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo, on a bien avancé. Je vous ai montré du coup comment créer un contrôleur. Alors pour l'instant on n'a pas de modèle, mais on verra ça dans la deuxième vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Et moi du coup je vous dis à la prochaine pour la suite, pour la deuxième vidéo. Salut tout le monde!